De retour à votre magazine L'Extra, on va s'entretenir maintenant avec Sylvie Scherm, qui est avocate, qui nous parle maintenant des pensions entre adultes. Et là, il faut faire la distinction, non pas des pensions pour les enfants quand il y a une séparation, mais quand il y a une séparation, mais ça implique également, donc, il faut s'entendre entre adultes, parce qu'il y en a un qui a des besoins et l'autre, il y a une incapacité de payer, de subvenir aux besoins des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'applique d'abord seulement pour les gens mariés. Au Québec, on est la seule province au Canada qui n'a pas de pension alimentaire entre conjoints de fait. Ce que demande Lola, dans la fameuse cause d'Éric contre Lola, elle demande qu'elle reçoit aussi une pension alimentaire pour elle, comme dans toutes les autres provinces du Canada. On va voir bientôt, le jugement de la Cour d'appel va sortir, puis on va voir qu'est-ce que la Cour d'appel a décidé. C'est pas réglé encore. C'est pas réglé. Mais pour l'instant, au Québec, les seuls adultes qui peuvent demander une pension alimentaire, c'est les gens qui sont mariés, et c'est en vertu de la loi sur le divorce, qui nous donne les genres de critères qu'on doit regarder, que les tribunaux doivent regarder ou que les gens doivent négocier pour pouvoir établir est-ce que j'ai droit ou non à une pension alimentaire, combien, pour combien de temps, quelles sont les circonstances. Et ça, c'est du cas par cas, parce que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes revenus, les mêmes besoins. Donc, j'imagine que chaque cas est étudié selon, justement, ces critères-là pour arriver à Définitivement. Nous n'avons pas de table comme pour les enfants. La pension alimentaire des enfants, il y a une table qui dit une famille qui gagne tant reçoit tant, que tout le monde peut consulter sur l'Internet. Dans les cas des pensions alimentaires entre conjoints, il n'y a rien dans la loi qui dit quel est le montant magique qu'on doit verser. Alors, c'est du cas par cas. Donc, on doit faire un budget. Et autant la personne qui veut la pension alimentaire que celui qui ne veut pas la payer d'habitude doit faire un budget. Puis là, on va regarder, c'est quoi les capacités de payer? Quels sont les besoins d'abord? Est-ce que cette personne-là a besoin d'une pension alimentaire? Elle a peut-être besoin, mais l'autre n'a peut-être pas les capacités de le payer. Et on va donner priorité aux enfants avant de donner priorité à l'épouse. Donc, on va calculer si monsieur doit payer une pension alimentaire pour madame, on va dire monsieur gagne tant, il paye tant pour les enfants, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y en a assez pour payer à madame? Oui ou non. S'il y en a assez, on va voir qu'est-ce que madame a droit. Et on établit donc un montant. La pension alimentaire entre conjoints, entre gens mariés, est déductible d'impôt pour monsieur. C'est surtout monsieur qui paye, mais ça change. Notre société change et il y a de plus en plus de femmes qui commencent à payer des pensions alimentaires à leur époux parce que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Parce que les femmes sont sur le marché du travail aussi. Peut-être qu'autrefois, c'était différent. Donc ça change et ça évolue au fil des ans. Ça change et ça évolue. Il y a 20 ans en arrière, on avait encore les femmes au foyer qui restaient à la maison, qui élevaient les enfants. Et lors du divorce, ils étaient vraiment désavantagés financièrement. Alors, on accordait une pension alimentaire. Maintenant, les femmes, c'est plus pareil. On travaille, on a une carrière. Des fois, on arrête pour avoir les enfants. Des fois, on arrête pour rester à la maison pendant les 5 premières années. Et là, on retourne travailler. Mais on a une perte aussi à ce moment-là. On a une perte de promotion. Des fois, on gagne moins que monsieur à cause de ça. Est-ce qu'on a, par exemple, sacrifié notre carrière pour suivre monsieur qui déménage d'une ville à l'autre? Ça se quantifie comment? C'est le fait de sacrifier justement sa carrière, de l'avoir mis en plan pendant quelques années. Je veux dire, ça compte pour beaucoup, ça aussi. Ça se quantifie comment? Ça se quantifie difficilement. Il n'y a pas une recette magique. Mais on va regarder le standard de vie des gens. On va regarder, par exemple, madame s'est réinsérée sur le marché du travail. Donc, elle est à temps partiel ou elle vient de réinsérer. Ça va lui prendre encore quelques années à attraper. Donc, on va peut-être payer une pension alimentaire pendant une certaine période de temps pour maintenir le standard de vie dans la mesure qu'on peut le faire, pour que les enfants aussi aient deux maisons qui se ressemblent et non pas qu'ils soient en déséquilibre. Dans ces critères-là, est-ce qu'il y a la durée du mariage? Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on est mariés versus ça fait 20 ans qu'on est mariés. Ça doit compter, ça? Ça compte énormément. La loi du divorce le prévoit. Quand on est marié pendant 1 an ou 2, la pension alimentaire va durer beaucoup moins longtemps que quand on est marié 20 ou 25 ans. Et on va tenir compte du rôle des parents, des époux. Qui a fait quoi dans cette relation-là? Comment est-ce qu'ils se sont entendus pour partager les rôles? C'est pas parce que monsieur a tout payé et que madame a resté à la maison avec les enfants, arrive le divorce, puis qui dit à madame, va-t'en, c'est fini, arrange-toi, va travailler. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On va regarder qui a fait quoi durant le mariage. Est-ce qu'il y a de l'aide, est-ce qu'il y a de l'aide juridique qui vient parce que, justement, pour cette dame-là qui doit se battre, justement, pour faire valoir ses droits, est-ce qu'il y a de l'aide juridique qui existe parce qu'elle n'est pas en moyen? Peut-être que le monsieur, lui, justement, a travaillé et puis il a continué à travailler pendant toutes ces procédures-là. Est-ce qu'il y a de l'aide juridique? Oui, l'aide juridique peut s'appliquer, mais aussi, la loi prévoit qu'on peut demander ce qu'on appelle une provision pour frais. C'est-à-dire que la personne qui demande la pension alimentaire peut demander que la Cour ordonne à celui qui le paye de lui payer une partie de ses frais d'avocat. Okay. Et ça rentre en ligne de compte quand on calcule la pension alimentaire. On va calculer le fait que madame a dû débourser X nombre de dollars pour pouvoir aller à la Cour pour faire ses demandes.
Vous parliez de travail. Est-ce que la pension alimentaire s'applique seulement aux conjoints qui ne travaillent pas? Non. Ou s'ils travaillent aussi, peut accéder à cette pension alimentaire? Définitivement, et surtout quand on a un quart dans les revenus. Mettons que madame fait 25 000 puis monsieur fait 100 000. Oui. Alors, à ce moment-là, on va dire, OK, il va falloir peut-être trouver un certain équilibre. Même si madame travaille, on va lui peut-être verser une pension alimentaire, mais on va tenir compte de ses revenus. On va tenir compte des revenus de la pension des enfants, on va tenir compte des revenus qu'elle gagne en travaillant, et peut-être on va lui donner un certain délai pour qu'elle devienne autonome. Parce que la loi du divorce, autant qu'elle dit qu'on doit payer parce qu'on est marié si l'autre en a moins, on dit aussi à celle qui le reçoit, il faut que vous soyez indépendante. Il faut que vous essayez d'atteindre votre indépendance économique. Okay. Alors, vous devez retourner sur le marché du travail, suivre des cours, vous réinsérer et commencer à devenir indépendant financièrement. Il faut que l'effort soit fait également de ce côté-là. Il faut juger pour combien de temps aussi c'est valide. Je veux dire, vous dit, madame, vous devriez devenir autonome dans un certain temps, mais il y a aussi de l'autre côté, il y a certains secteurs d'activité où c'est plus précaire pour l'homme. Si l'homme, par exemple, je pense, est travailleur autonome ou entrepreneur, commence son métier et tout ça, il arrive quelque chose, l'entreprise ferme ses portes et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit retourner en cours dans de circonstances comme ça? La loi prévoit que quand il y a un changement de circonstances, on peut revenir à la Cour pour demander une modification. On l'a vu un peu avec les récessions de 2008. On a vu des gens perdre du capital, on a vu des gens qui ont été affectés par cette récession-là. Alors, ils sont retournés à la Cour en disant, je ne peux plus payer la pension que je payais avant, même si madame en a besoin, je ne peux plus continuer. Alors, c'est toujours possible. L'important, c'est de tenter de trouver une solution à l'amiable, de négocier. Les avocats, on négocie nos ententes. Alors, 80 des causes se règlent hors cours et la pension alimentaire en fait partie de ça. Et ça, c'est ce qu'on veut, j'imagine. On veut essayer de trouver un terrain d'entente pour faciliter les choses au lieu de se rendre en cours avec les avocats, tout ça, les procédures, puis attendre la décision qui, probablement, risque de déplaire à un, à l'autre ou aux deux. Voilà. Il n'y a pas toujours un gagnant en droit de la famille. Quand des clients me disent combien de causes vous avez gagné? Alors, je ne le sais pas, parce que ça dépend c'est quoi la notion de gagner. Oui. Et c'est pas toujours qu'on va à la cour qu'on gagne. Et des fois, tous les deux sortent de là un peu déçus là, du résultat. Alors, c'est toujours mieux de tenter au moins de trouver une solution. Des fois, c'est pas possible. Il faut aller devant un juge. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire quand ça va bien pour que ça aille mieux si ça va mal? Au niveau de la pension alimentaire, non. On ne peut pas l'empêcher, malheureusement. Il n'y a pas de prévention possible pour une pension alimentaire. Et on regarde la situation lors de la rupture. Alors, c'est quoi la photo financière, si vous voulez, de la famille lors de la rupture? C'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a un délai pour... Non, on peut le demander à n'importe quel moment suite à la séparation, mais d'habitude, les gens le demandent tout de suite après parce que c'est là qu'ils en ont besoin. Et comme conjoint de fait, parce qu'il y en a beaucoup au Québec, il n'y a aucun recours. Il n'y a pas de recours, sauf si vous pouvez prévoir, si vous voulez en tant que couple, de vous soutenir, là, un contrat de vie commune, on peut prévoir une pension alimentaire. Mais si vous n'avez pas de contrat qui inclut cette clause-là... Contrat d'union. Contrat d'union de fait. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de pension alimentaire entre les conjoints de fait jusqu'à date. Donc, j'imagine que l'idéal, on ne veut pas souhaiter de mal, puis on ne veut pas l'attirer non plus, mais c'est peut-être justement de convenir de ça, de faire un contrat pour... Quand on n'est pas marié, définitivement. Et surtout quand on a des familles avec des jeunes enfants, qu'une fait des sacrifices au niveau de sa carrière et que l'autre, par exemple, va de l'avant. Alors peut-être qu'il faut trouver des fois un équilibre pour que tout le monde soit heureux, même à la rupture, que ça soit juste. Comme ça, c'est déjà... Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vous entendent être heureux à la rupture. Ah, des fois! Merci beaucoup! C'est pas possible. Donc, il pleut aujourd'hui, un petit contrat d'union ce soir. Oui, c'est peut-être l'occasion. Merci infiniment pour votre passage et vos conseils très judicieux. Au retour de la pause, on rencontre le docteur Clifford Blake qui nous parle de choléra et d'asthme.